c'est pas juste de la musique, c'est une culture. Please welcome BTS. Pour les 2-3 moldus qui savent pas ce que c'est la K-pop, c'est la raison pour laquelle ta sœur, ton crush ou même toi crush sur Jungkook et Félix. La K-pop c'est ça, mais c'est aussi ça. Heading into the police agency. 안전한 자세로 근처에 임하도록 하겠습니다. 다시 한번 신경 써드려서. La K-pop est juste omniprésente en 2025, entre BTS qui fait un discours à l'ONU en 2018, et l'année d'après ils vont remplir Wembley Stadium, un stade de 90 000 places, symbole mondial d'une reconnaissance, où il y a juste des petits artistes qui ont réussi à le remplir, genre je sais pas moi, Queen, Adele, Ed Sheeran, ou le king de la motherfucking pop, et d'une petite royauté en Côte d'Ivoire, Michael Jackson. Bon après lui il a fait 7 guichets fermés, parce que c'est Michael Jackson. Ou Blackpink, qui devient le groupe féminin le plus streamé de l'histoire, devant les Spice Girls, jusque-là le groupe féminin le plus iconique de l'histoire. Accessoirement, ils ont leur propre documentaire Netflix. La classe. Mais avant de parler de tout ça, revenons en arrière. Comment on est passé d'un bassiste fan de heavy metal à des groupes de boys band et de girl band adulés dans le monde entier, collaborent avec les plus grosses marques du monde, à une industrie codifiée, structurée où rien n'est laissé au hasard? Bah go. 1988, Jeux Olympiques de Séoul. Le monde entier découvre ce pays moderne de travailleurs. On assiste à une arrivée massive des médias, touristes et des entreprises du monde entier qui vont en la Corée la vitrine du futur. Face à ça, le gouvernement coréen décide d'ouvrir sa population à la culture occidentale, notamment avec la démocratisation et la libération du pays. Ça passe par la fin de la dictature militaire, plus de liberté, liberté d'expression, créativité artistique développée et même des échanges internationaux qui étaient jusque-là très réduits. Les jeunes coréens découvrent en même temps le cinéma, la mode étrangère, mais surtout la pop et le hip-hop occidental. Et tout ça va taper dans l'œil d'un certain Seo Taiji. Seo, c'est un jeune coréen de 20 ans, il est bassiste dans un groupe de heavy metal. Oui, un mec qui faisait ça a créé ça. Le jeune Seo, il commence à en avoir marre de la scène musicale coréenne. Il trouve beaucoup trop ringarde, limitée, à cause des règles de bienséance imposées par les chaînes TV et les maisons de disques. Il faut savoir qu'avant ça, l'industrie musicale coréenne, c'était des ballades traditionnelles, des tros, alors que de l'autre côté du Pacifique, t'as littéralement le prime de Michael Jackson, il vient de sortir Dangerous, la Prince, la NWA, la culture hip-hop à son apogée en fait. Toi t'es là, il y a un jeune coréen, on te rabâche tous les jours à base de comptines, de ballades et de tros coréens, et de l'autre côté tu vois genre ça genre. C'est de la folie. En voyant ça, le jeune Seo, il commence à composer ses propres morceaux. Il commence à mélanger le genre coréen avec le genre hip-hop pop américain. Il commence par mélanger sa langue déjà, il ajoute de l'anglais, code qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la K-pop moderne. Ce jeune coréen, il va commencer à faire ses petits morceaux dans son coin, mais sans grand succès en vrai. Et par la suite, il va faire la rencontre de deux personnes, Young Eun-sok et Lee Juno. Pardonnez pour la prononciation, je suis pas coréen. Deux danseurs très talentueux, eux aussi très influencés par la culture hip-hop occidentale. Non, eux, c'est pas la musique qui va les intéresser. Eux, c'est le breakdance. Ensemble, ils vont former le groupe Seo Taiji and Boys. Alors, il s'appelle pas comme ça parce que Seo, c'est un grand pervers narcissique insécure qui veut garder tout le buzz pour lui, mais parce que surtout, c'est lui le fondateur, compositeur, producteur et leader artistique. Globalement, c'est lui qui fait un peu tout dans la musique. Les boys, Young et Lee, sont surtout là pour performer. De plus, mettre boys derrière, ça instaure déjà l'esprit de groupe. Au début, comme tous les groupes de musique, ils galèrent à se faire connaître, on va pas se mentir. Ils jouent par-ci, ils jouent par-là, ils jouent là où on veut bien d'eux. Tout va changer une certaine soirée, lors de leur première apparition télévisée, le 11 avril 1992, dans l'émission NBC Talent Show. Ceux qui savent pas, c'est l'équivalent de la France à Un Incroyable Talent. Lors de cette émission, Seo Taiji and Boys vont interpréter Nan Arayo, en anglais I Know. Déjà, juste à la composition du groupe, on y retrouve déjà quelques codes de la K-pop d'aujourd'hui. Le chanteur, le rappeur, le danseur. Les rôles sont déjà bien définis. Le groupe de Seo vont performer sur scène, et là, personne comprend. Face au jury, il y a genre 3 jeunes coréens habillés comme des américains, avec des parachutes, des vêtements oversize, oversize, des bords de partout. Ils font des mouvements agressifs, ils chantent avec un rythme chaotique. C'est à des années-lumière de ce qui se fait en Corée traditionnellement. Ils respectent aucune règle de bienséance coréenne. À la fin de leur prestation, le jury va détester. Ils vont recevoir l'une des pires notes de toute l'émission. Ils vont se faire fusiller par les jurys. Après, ça c'est la culture coréenne. Ils sont très chauvins et respectueux des traditions. Seo and Boys, c'est la catastrophe. Vous savez,
Quand vous êtes artiste, dans n'importe quel domaine, quand t'es artiste, il y a une chose que t'as besoin par-dessus tout. Et c'est pas que tel jury ou telle maison de disque te valide et dise que ce que tu fais c'est bien ou c'est pas bien. Il y a une chose, quand t'es artiste, dans n'importe quel domaine, même pour les youtubeurs, t'as besoin par-dessus tout. Ce que t'as besoin, c'est de la visibilité. Malgré que le jury ait fusillé les CO, bah le public, il a adoré. Il a surkiffé. C'est nouveau, ça apporte du frais, ils ont un look encore jamais vu en Corée, les jeunes ils arrivent à se reconnaître dans les paroles, ils dénoncent la société, la pression sociale, la réussite à l'école, la société coréenne au final. Et le pire c'est que c'est drôle parce que hilarant parce que t'as vraiment une scène des jurys qui sont en mode bouh, et t'as le public qui est en feu. Les CO ils se sont poussés des ailes parce qu'ils ont trouvé leurs fans. Par la suite leur musique est diffusée à la radio, là où elle aura un énorme succès. Nanarayo atteint la première place des charts pendant plusieurs semaines. Les chorégraphies deviennent virales, il n'y avait même pas TikTok à l'époque, c'est dire l'impact qu'ils ont eu et à quel point les Coréens ils kiffaient en fait. C'est vraiment l'équivalent d'un mec qui a bu de l'eau toute sa vie, et là, tu lui tends une bouteille de soda. Grâce à ça, le groupe il va prouver, à l'aide du public, que la musique coréenne elle a besoin d'évoluer et de pas rester figée. Marre des codes, marre des tros, marre des balades traditionnelles. Quand t'as un nouveau truc qui marche, bah t'as tout le monde qui veut faire pareil. Ils vont inspirer d'autres groupes à se lancer, ce qui va permettre l'émergence de plein de groupes emblématiques. Ok, c'est bien tout ça. Mais les Coréens, ils découvrent un nouveau style de musique, une nouvelle façon d'écouter la musique, un nouveau style de musique. Mais faut pas oublier que on est en Corée du Sud, là où ce serait un euphémisme de dire que la discipline est une norme. Et là, il y a un gars qui va se dire, attends. Tout ce qui marche dans cette nouvelle pop, hip-hop ou je sais pas quoi, y a pas moyen d'en extraire le jus et de l'industrialiser? Ce mec, c'est Lee Soo-man, fondateur de SM Entertainment. C'est un ancien chanteur et animateur de télé qui a vécu quelques années aux USA, dans les années 1980 à peu près. Là-bas, il a pu étudier de près les méthodes de torture, d'entraînement de Motown Records, que vous connaissez peut-être pour accessoirement les Jackson 5 ou Diana Ross. Là-bas, il a pris le star system américain et maintenant, il veut le refaire à la sauce kimchi. Il va reprendre les modèles d'artistes américains, c'est-à-dire un artiste fabriqué de toutes pièces, le background, le storytelling fait par The Great Review, tout ce qui peut être modifié de l'artiste sera contrôlé. Il veut reprendre toutes ces méthodes américaines, mais tout ça en y rajoutant la touche coréenne. Entraînement intensif, hiérarchie stricte, obéissance absolue à l'agence, avec des contrats souvent très abusifs qui feraient pâlir la déclaration des droits de l'homme. Il y aura un contrôle sur tous les aspects de la vie de l'artiste, ça passe par la musique où tout est produit en interne, composé en interne, même les textes sont faits soigneusement par des employés de la boîte qui respectent les normes imposées par l'ISU. Leur image est contrôlée, la personnalité qu'ils doivent avoir, les vêtements qu'ils doivent porter, même encore la coupe de cheveux qu'ils doivent porter, tout est millimétré, il faut que tu sois la poupée dans la vitrine. Avec ça, tu peux juste oublier toute normalité de vie sociale. Même leurs relations amoureuses et sexuelles sont réglementées, voire dans la plupart des cas interdites. L'artiste devient un produit. Quand je vous parlais de contrats abusifs, on peut prendre en exemple le groupe JYG. En 2009, où les 3 membres attaquent SM Entertainment en justice, l'agence voulait juste qu'ils leur appartiennent pendant 13 ans. Oui, 13 ans. Leur corps, leur esprit et leur personnalité devaient appartenir à l'agence pendant 13 ans. Bien sûr, la loi coréenne a reconnu le caractère abusif du contrat et a limité les contrats à un maximum 7 ans. L'usine à stars, elle marche super bien, on fabrique des stars sur mesure, y a pas moyen d'en devenir mon propre fournisseur de matières premières? Et c'est comme ça qu'on voit l'apparition des trainees. Les trainees, c'est quoi? Le concept est bête et méchant, mais surtout méchant, vous allez comprendre. Ce sont des jeunes préados âgés en général entre 10 et 12 ans, recrutés en masse par les agences à travers divers entretiens, casting de rue ou même auditions. Là-bas, on va respecter leur corps, leur voix, leur sens du rythme et voir s'ils ont une gueule qui passe bien à la télé. Ok, je te démarque de tous les autres, mais maintenant, il faut te modeler. Et là, t'es parti pour une formation qui va durer entre 6 mois à 10 ans. La journée type d'un trainees, c'est quoi? Réveil très tôt, 7h du matin, petit déjeuner très souvent très allégé, parce qu'il faudrait pas que tu dépasses les 32 kilos. De 8h à midi, école obligatoire, école normale pour les mineurs, lycée artistique pour les plus grands. Cours et entraînement où ils vont apprendre le chant, avoir la bonne respiration, le bon tempo, également la danse avec les chorégraphies millimétrées où tu n'as pas le droit à l'erreur. Si tu tombes, c'est de ta faute et personne ne te relèvera. Mais aussi le rap, les notes d'anglais sont très importantes. Tout cela de 13h à 17h. Après une journée bien remplie, place au vrai entraînement. De 18h à 23h, entraînement intensif, répétition en groupe, travail individuel avec souvent des corrections sévères des coachs. Mais le coréen est plus fan de la punition psychologique, avec de l'humiliation à outrance, des insultes en veux-tu en voilà, des menaces. Imaginez tout ce qu'un humain qui a du pouvoir peut faire à un humain qui a moins de pouvoir que lui. Et voilà, vous avez les coachs des trainees. Et après tout ça, il est 23h. Vous allez me dire qu'ils ont bien mérité un bon repos, mais encore une fois, on est en Corée du Sud, pays où 80% des étudiants ont des cours particuliers en plus de l'école. Et maintenant, de 23h à 2h du matin, révision personnelle, entraînement personnel, révision des chorégraphies, révision des tempos, révision des chants, du rap. Il ne faut surtout pas que ton voisin s'est entraîné 10 minutes de plus que toi. On est en Corée. Dès que tu nais, tu es en compétition avec l'enfant qui est dans la couveuse d'à côté. Y a pas que ça, ils prennent aussi soin d'eux. Ça reste des poupées. Ça passe par le soin du corps, ça passe par la skincare. À la fin de tout ça, on se retrouve avec à peu près 4h, 6 heures de sommeil. La plupart préfèrent dormir directement dans le studio. C'est plus rapide. Et tout
ça, rebelote tous les jours. Après 7 à 10 ans, à faire la même chose, à sacrifier ta vie sociale, ta vie sentimentale, ton corps, ton esprit, bah t'es même pas sûr de devenir idol en fait. Sur 100 trainees, il doit y en avoir une dizaine qui débutent vraiment. Le reste est jeté à la poubelle. C'est-à-dire que c'est pire que le concours médecine. Après des années de sacrifice, t'es même pas sûr d'être sélectionné. Il y a genre 10% qui sont sélectionnés, qui vont juste débuter une carrière. Qui vont pas exploser, qui vont juste débuter une carrière dans un groupe. Ou avec des centaines et des centaines de trainees jetés à la poubelle, eux et leurs 10 années de sacrifice. C'est que là vous vous dites, ok, c'est soit t'es gagnant, soit t'es perdant. Non, même quand t'es gagnant, t'es perdant aussi. Car tu repars avec une dette colossale à rembourser auprès de l'agence pour toutes tes années de trainees. Même quand tu deviens idol, les premiers sous que tu génères servent à rembourser ta dette. Donc t'as potentiellement bandé sur un idol ou une idol qui faisait le tour du monde à faire des tournées, des concerts, collabs avec une putain d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Financièrement, le SDF de la gare était mieux que lui. Vous allez me dire, attends mais c'est qui ce gars qui a eu cette idée formidable, ce bon vieux Lee Soo-man? Il faut savoir que cet homme est un monument dans l'histoire de la K-pop moderne. En bien ou en mal, je ne sais pas, mais ça reste un monument. Si Seo Taiji and Boys ont changé la musique coréenne, Lee Soo-man, lui, il a changé l'industrie coréenne. À partir de là, on va émerger les premiers groupes fabriqués de toutes pièces, tout fraîchement sortis du fourneau de SM Entertainment, H.O.T. ou encore Ace IS. Ils vont littéralement remuer l'industrie coréenne. Les groupes explosent tout. Les Coréens sont ultra fans, ils enchaînent succès sur succès. H.O.T. vend plus d'1 million d'albums, du jamais vu en Corée encore à l'époque. Tu vois ce gars à qui t'as fait goûter le soda plus tôt? Bah là, tu l'as fait goûter le crack. Les Coréens adorent. Mais vous allez me dire, ouais, mais les situations d'entraînement, ça va pas révolter la population? Corée du Sud. Dans la foulée, en voyant le succès, plein d'agences poussent comme des mauvaises herbes. On voit DSP Media qui apparaît, YG Entertainment fondé par un certain Young Wood-Suk. Ou l'année d'après, en 1997, JYP Entertainment, chacune cherche à créer son modèle de star parfaite, tout en respectant les méthodes d'entraînement de Maître Lee Soo. C'est comme ça qu'on assiste à une démocratisation de l'idol fabriqué de toutes pièces, avec des méthodes d'entraînement intensifs, la culture en bétail des trainees. Il y a du bon et du mauvais. Ça permet à des personnes de tenter leur chance. Prends l'exemple de Jungkook de BTS, était trainee 3 ans, ou Lisa des Blackpink, elle 5 ans, comme Baekhyun de EXO, où sa formation a duré que 4 mois. Et t'as des exemples de persévérance comme J.O. de Twice, où là ça a duré 10 ans. Peu à peu, les codes de la K-pop vont commencer à s'installer naturellement. Tous ces efforts physiques et mentaux valent vraiment la peine pour créer des stars. Certains me diront c'est juste une culture différente, d'autres plus empathiques trouveraient ça dégoûtant. Je vous laisse le choix d'en juger. Après tout ça, on dit qu'on est dans la première génération K-pop qui s'étend de 1990 avec le début de Seo Taiji and Boys. Sur la deuxième génération, on voit l'émergence de groupes comme Big Bang, comme SNSD ou encore Shine. Et arrivé à la troisième génération, là mon gars, là, quand t'es enfant et que t'as un nouveau truc qui marque, qui est trop bien, tout le monde t'envie en mode waouh, c'est quoi ce truc? Bah, t'as envie de le montrer à un maximum de personnes. Comme un enfant qui montre ses nouvelles cartes Pokémon, le but maintenant c'est de s'exporter à l'international. Si l'objectif de la deuxième génération était s'adapter et conquérir l'Asie, l'objectif de la troisième est clair et net, c'est le monde, avec deux groupes phares de lance de cette mission, BTS et Blackpink. Parce que BTS et Blackpink, c'est pas juste des groupes populaires. Ils ont rendu la K-pop compatible avec le marché occidental. Étape 1, on change les sons. On va rendre la K-pop immédiatement plus familière à l'oreille des occidentaux. Ça, c'est de la K-pop de génération 2. Et ça, c'est de la K-pop de génération 3. On peut citer BTS avec DNA, Boy With Love, ou encore Blackpink avec du et Kill This Love. Dès 2016, BTS travaille déjà avec des producteurs américains. Le but est de rentrer dans le quotidien des occidentaux. Étape 2, par quoi on touche un maximum de personnes. Un truc que les dieux dans la tour de Babel et les agences coréennes avaient compris, c'était par la langue. Avant, il y avait déjà quelques lignes en anglais, c'était la base, ça part du hip-hop. Mais là, il y aura des couplets, voire des musiques entières. Avec une recette carrée, mots simples, accrocheurs, une prononciation claire, pour que quand tu puisses te répéter la musique, tu te dises « Ah mais en fait, je suis trop bilingue en fait, je suis trop anglophone ». Étape 3, l'image et la sexualisation. Là où la K-pop en Corée et en Asie était déjà sexualisée, mais vu les codes sociaux de pudeur asiatique, c'était plus de la sexualisation fantasmée. Fallait pas trop en montrer, fallait pas trop en dire, mais on se comprend. Et là en Occident, on se lâche. Corps parfait, chorégraphie suggestive, stylisme provoquant, mais jamais vulgaire. La sexualisation calibrée, exportable et instagrammable. On reprend nos deux fers de lance. Avec BTS, un groupe de garçons, là on va plutôt jouer sur la beauté androgyne, la sensibilité émotionnelle, la séduction douce. Blackpink, un groupe de filles, on va jouer sur le girl crush, le pouvoir, le luxe, la domination, la femme forte et désirable. Avec tout ça, on va les rendre plus humains, on va les rendre moralisateurs. La K-pop adopte des messages positifs de diversité, acceptation de soi, lutte contre le harcèlement, santé mentale. En vrai, tout ça c'est un peu paradoxal quand on sait tout ce qui se passe derrière. BTS qui enchaîne les campagnes philanthropiques
philanthropique. Discours à l'Organisation des Nations Unies. Le groupe devient une morale acceptable pour l'Occident. Blackpink suit le mouvement. Indépendance féminine, luxe, réussite, woman power. Les groupes de K-pop deviennent la morale. À un point où tu te dirais, mais que ferait BTS à ma place? Étape 4, la relation avec les fans. Là, il faut que chaque fan puisse identifier chaque membre du groupe comme un membre de sa famille. Sœur, son père, son petit ami, souvent son petit ami ou sa petite amie, mais quelqu'un de proche. Tu sais tout sur sa vie, il sait tout de ta vie. Ça passe par des lives réguliers entre les membres et les fans. Live payants, je précise. Les réseaux sociaux, là où les membres vont publier leur train de vie, afin que le fan ait un sentiment d'appartenance à leur quotidien. Il y a une vraie relation qui se crée, qui est unique à chacun, entre le fan et le groupe, à un point où les 3/4 des traductions sont produites par des fans. Les fans deviennent le premier rempart pour le groupe. On peut citer les ARMYs de BTS, les Stay de Stray Kids, les EXO-L de EXO, ou encore les 18 de 80s. Chaque groupe a son nom, sa patrie, et les valeurs décidées par l'agence. L'agence se régale, permet de vendre du merch à tour de bras. Ça passe par des PC, des photocards, c'est l'équivalent des cartes Pokémon, il y a une carte unique et le but c'est d'avoir la photo la plus rare. Les boosters sont un peu plus rares, mais là ils sont surtout dans les albums. Il y a vraiment cet attachement émotionnel qui se produit. Certains fans peuvent aller jusqu'à acheter 10 albums pour une seule photocard qui est rare. Mais néanmoins, ça n'enlève rien au mérite des artistes. Ils ont sûrement sacrifié beaucoup de parties de leur vie pour atteindre ce niveau. Et ça se traduit aussi dans les chiffres. BTS, 42 concerts dans une vingtaine de pays. Des stades emblématiques sold out, on a parlé de Wembley plus tôt, le Rose Bowl ou même le Stade de France. 6 albums numéro 1 au Billboard 200 des USA. Single numéro 1 au Billboard Hot 100. Dynamite, Butter, Permission to Dance. Des centaines de millions de streams sur YouTube. Blackpink, le groupe le plus suivi au monde, ils ont dépassé des records sur YouTube. Des clips qui dépassent les 1,5 milliard de vues. Single dans le top 10 mondial Spotify, Apple Music. Des collaborations avec les plus grandes marques de luxe. Des collaborations avec Lady Gaga, Dua Lipa, Selena Gomez, Beyoncé ou Rihanna. Je pourrais passer toute la journée à vous relater leurs exploits et je pense que les chiffres parlent pour eux-mêmes. Au final, la K-pop a réussi sa mission. Et ton voisin qui va te dire non mais moi j'ai jamais écouté de la K-pop, bah si. Parce que ça, c'est de la K-pop. Oppan Gangnam Style. Et ça aussi. Les générations d'après vont poursuivre le travail colossal instauré par leurs prédécesseurs, faire émerger des groupes talentueux qui vont vouloir changer cette image, apporter plus de ce côté humain, réaliste. On peut citer Stray Kids, N.Hypen, 80s, ou encore New Jeans, aespa, Twice. La K-pop ne cessera jamais de grandir. La K-pop au final, c'est ni un miracle, ni un complot. C'est juste de la musique. C'est une réussite industrielle absolue, faut l'avouer. En à peine 30 ans, la Corée du Sud est passée d'un pays musicalement marginal à l'un des centres culturels les plus influents du monde. Que ce soit Seo-Taiji, Blackpink, BTS, Stray Kids, N.Hypen, 80s, ceux qui ont suivi et ceux qui suivront, ils n'ont pas seulement vendu des albums, ils ont aussi exporté une langue, une esthétique, des valeurs et même une certaine vision du monde. Et sur ce point-là, faut être honnête, le pari est gagné. Mais cette réussite repose sur un modèle très particulier, un modèle où la perfection est fabriquée, où l'émotion est scénarisée, où la proximité avec les fans est à la fois sincère et exploitée. La K-pop a compris avant tout le monde que la musique seule ne suffit plus. Elle a vendu une expérience, une relation, un rêve clé en main. Mais ce rêve a un coût, derrière chaque performance millimétrée. Il y a des années d'entraînement extrême, derrière chaque sourire, il y a une pression constante, derrière chaque succès mondial, il y a des centaines de trainees invisibles qui n'ont jamais eu leur chance. Alors non, la K-pop c'est pas maléfique, et non, c'est pas juste une culture différente qu'on devrait pas questionner. La vérité se trouve entre les deux. C'est une industrie brillante, innovante, visionnaire, mais aussi dure, exigeante, parfois déshumanisante. La question n'est donc pas de savoir si la K-pop est bonne ou mauvaise, mais quelle est la prochaine étape? J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un commentaire, activer la petite cloche pour de prochaines vidéos. Et si tu veux regarder une petite vidéo d'horreur, clique juste ici.